Imaginez-vous regarder par la fenêtre de votre somptueuse maison de campagne et voir votre fille de 5 ans, qui n'avait pas souri depuis 2 longues années, qui n'avait pas prononcé un seul mot depuis le jour où sa mère était décédée sur ce même trottoir, sourire et faire des gestes animés à une vieille femme récupérant des canettes. Nicolas Lambert a failli avoir une crise cardiaque en voyant cette scène. Il a dévalé les escaliers en courant, trébuchant presque sur les marches en marbre, avec le cœur menaçant de s'échapper de sa poitrine, car pour la première fois en 2 ans d'un silence absolu et pesant, sa fille Manon était vivante. Nicolas était de ces pères que tout le monde regarde en pensant « cet homme a tout pour lui ». Millionnaire, chef d'entreprise au succès insolent, une magnifique maison de campagne nichée dans le plus beau village de Provence. Mais ceux qui regardent de l'extérieur ne voient jamais le gouffre que l'on porte à l'intérieur, n'est-ce pas? Depuis que Valérie, son épouse adorée, était décédée 2 ans auparavant, cette demeure était devenue un tombeau de luxe, une succession de pièces vides, emplies d'un silence lourd et habitée par une petite fille de 5 ans qui s'était tout simplement éteinte. Nicolas avait déjà tout tenté. Il l'avait emmenée voir les meilleurs médecins de Paris, de France entière. Orthophoniste, psychologue pour enfants, il l'avait même conduite chez une guérisseuse traditionnelle dans un village reculé des Alpes. Et tous disaient la même chose, physiquement, elle était parfaite. Sa gorge fonctionnait, ses cordes vocales étaient intactes. Le problème était ailleurs, plus profond, inaccessible. Il ne savait plus quoi faire. Nicolas avait dépensé une fortune, plus de 200 000 € en médecins et en traitements expérimentaux. Rien. La petite fille passait ses journées entières à regarder par la fenêtre de sa chambre, observant la vie se dérouler dehors comme si elle regardait un film sans son. Elle ne jouait pas, mangeait à peine, ne réagissait à rien. C'était comme si une partie d'elle était partie en même temps que Valérie. Et pour aggraver les choses, il s'était noyé dans le travail. Il rentrait à la maison à 10, 11 heures du soir, uniquement pour ne pas avoir à affronter ce silence insupportable, ce vide qui criait l'absence de sa femme. Françoise, la gouvernante, s'occupait de la petite avec un amour maternel, mais même elle, avec toute la patience du monde, n'arrivait pas à arracher le moindre soupir à Manon. Pendant ce temps, de l'autre côté de la région, dans un quartier modeste en périphérie d'une petite ville, une dame de 78 ans nommée Monique se réveillait chaque jour à 4 heures du matin. Ses cheveux blancs étaient attachés en un chignon serré, ses mains calleuses à force de tirer son chariot de récupération, son dos courbé par le poids de la vie. Monique était récupératrice de canettes, elle se levait avant le soleil. Elle parcourait les villages aisés de Provence avec son vieux sac rempli de canettes, fouillant les poubelles, ramassant des canettes de soda, tout ce qui pouvait lui rapporter quelques pièces au dépôt de ferraille. Chaque centime comptait. Le loyer de son logement modeste avait 3 mois de retard et le propriétaire l'avait prévenu, encore 15 jours et elle serait à la rue. Mais Monique gardait un secret dans sa poche, une photo usée, au coin plié, d'une petite fille de 5 ans nommée Léa, sa petite fille, décédée 3 ans plus tôt. La douleur ne s'était jamais estompée. Elle portait cette photo comme un talisman, lui parlait le soir, lui demandant la force de continuer. C'est pourquoi, lorsqu'elle a commencé à faire sa tournée dans le village où se trouvait la maison de campagne de Nicolas et qu'elle a vu cette toute petite fille à la fenêtre du premier étage, son cœur s'est serré. C'était exactement comme Léa. Elle a pensé, le même âge, la même attitude silencieuse, le même visage d'ange triste. Un jour, sans trop réfléchir, Monique lui a fait un signe de la main. Juste un simple signe, vous savez? Le genre de geste que l'on fait à un enfant dans la rue. Et à sa grande surprise, Manon lui a répondu par un signe de la main. C'était la première réaction que cet enfant avait eue depuis des mois. À partir de ce jour, Monique s'est fait un devoir de passer devant cette maison de campagne chaque jour, à la même heure. 7 heures du matin, pile. Et Manon était là, à la fenêtre, qui l'attendait. Les deux se faisaient des signes, des gestes, et petit à petit, c'est devenu un rituel. « Bonjour, princesse !» criait Monique depuis le trottoir. Et Manon, pour la première fois en 2 ans, souriait. Un tout petit sourire, presque invisible, mais il était bien là. Jusqu'à ce matin, le matin qui a tout changé. Manon n'était pas à la fenêtre. Elle était sur le trottoir. Monique a failli laisser tomber son sac sous le choc. La petite fille était descendue toute seule, avait traversé le jardin et se tenait là, immobile devant le portail, à l'attendre. Et lorsque la vieille dame s'est approchée, Manon a fait quelque chose que personne, absolument personne, n'avait réussi à lui faire faire. Elle a pris la main de Monique.
C'est à cet instant précis que Nicolas a regardé par la fenêtre de son bureau. J'ai cru que je rêvais, a raconté Nicolas plus tard. 2 ans sans un sourire, sans un câlin, sans rien. Et là, ma fille tenait la main d'une vieille récupératrice de canettes que je n'avais jamais vue de ma vie, souriant comme elle souriait avant l'accident. Il a dévalé les escaliers comme un fou, est arrivé sur le trottoir haletant, en sueur, et s'est arrêté là, comme un idiot, à les regarder toutes les deux. Monique a eu peur, elle a cru qu'elle allait se faire gronder, elle a commencé à lâcher la main de la petite. Mais Nicolas n'a pu que dire d'une voix étranglée par l'émotion, « Madame, vous avez fait sourire ma fille. » Et là, il s'est effondré. Il a pleuré, là, devant sa fille, devant les voisins, devant le monde entier, parce que pour la première fois en 2 ans, il sentait qu'il y avait de l'espoir. Monique, mal à l'aise, a expliqué qu'elle saluait la petite depuis des semaines. Elle me rappelle ma petite fille qui est partie, vous savez? Alors je lui fais un signe tous les jours et elle me répond. C'est tout, monsieur. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. A presque crié Nicolas. Madame, vous avez réussi ce qu'aucun médecin n'a réussi. Monique a fouillé dans sa poche et en a sorti un bracelet artisanal. Il était fait de fleurs séchées, de perles colorées, une chose simple, vous savez? Du genre de celles que l'on fabrique pendant les nuits d'insomnie pour passer le temps. J'ai apporté ça pour toi, princesse, a-t-elle dit en le passant au poignet de Manon. Et c'est alors que le miracle s'est produit. Manon a regardé le bracelet, a touché les fleurs du bout des doigts et a éclaté de rire. Un rire cristallin, fort, un vrai rire d'enfant. Nicolas a senti ses jambes flageoler. Françoise, qui était arrivée en courant derrière lui, s'est agrippée au chambranle de la porte pour ne pas tomber. Ce son qu'il pensait ne plus jamais entendre, a rempli toute la rue. C'était comme si quelqu'un avait rallumé la lumière, a dit Nicolas plus tard, en essuyant ses larmes. Ma fille est revenue. Elle est revenue. Nicolas a pratiquement traîné Monique à l'intérieur de la maison. Il a demandé à Françoise de préparer du café, du gâteau, du jus, tout ce qu'il y avait. Et là, assis dans le salon de cette maison de campagne, le millionnaire et la récupératrice de canettes ont eu une vraie conversation. Monique a parlé de Léa, de sa joie de vivre, de son amour pour la fabrication de bracelets. La douleur ne passe jamais, a-t-elle dit. Nicolas a parlé du décès de Valérie et du fait que Manon avait tout enfoui en elle, refusant de laisser quoi que ce soit sortir. C'est comme si elle avait peur de ressentir quoi que ce soit, parce que ressentir fait mal. Et là, à ce moment-là, 2 mondes complètement différents se sont rencontrés. Le riche et la pauvre, l'homme d'affaires et la récupératrice, unis par la même douleur, la perte d'un être cher. Manon, au milieu d'eux, jouait avec son bracelet et souriait. « Madame, pouvez-vous revenir demain ?» a demandé Nicolas, presque en suppliant. « S'il vous plaît, juste pour prendre un café, pour parler avec Manon. Elle vous apprécie. » Monique était gênée. « Monsieur, je dois travailler. Je ne peux pas m'arrêter chez les gens riches pour prendre le café. Je vous paie votre journée, a-t-il dit trop vite. Elle a froncé les sourcils. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, a insisté Nicolas. C'est la demande d'un père désespéré. S'il vous plaît. Monique a regardé Manon, qui s'agrippait fermement au PAN de sa jupe, et a soupiré. D'accord. Je reviendrai demain. Mais ne me traitez pas comme une employée, vous m'entendez? Je ne suis l'employé de personne. C'est promis. Et c'est ainsi qu'a commencé la chose la plus improbable que l'on puisse imaginer. Chaque jour, à 7 heures du matin, Monique frappait à la porte de cette maison de campagne. Elle prenait le café avec Nicolas et Manon, racontait des histoires de la campagne où elle avait grandi, apprenait à la petite à faire des bracelets, à tresser ses cheveux, chantait de vieilles chansons populaires. Et Manon a commencé à réagir. Elle ne parlait pas encore, mais elle faisait des sons. Elle soupirait quand Monique arrivait. Elle sautait de joie quand elle recevait une fleur. Elle montrait le jardin du doigt, demandant à y jouer. Elle change, disait Nicolas à Françoise, émue. Tout doucement, mais elle change. Je vois ma fille revenir, Françoise. Petit à petit, mais elle revient. Un jour, Monique a remarqué le jardin de la maison. Herbe haute, fleurs séchées, tout était à l'abandon. Je peux m'en occuper?
a-t-elle demandé. Nicolas a presque ri. Vous pouvez faire ce que vous voulez, Monique. Vous avez déjà fait un miracle avec ma fille, alors imaginez avec quelques plantes. Et les voilà toutes les deux, les mains dans la terre. Monique apprenant à Manon à planter, à arroser, à arracher les mauvaises herbes. La petite adorait ça. Elle plongeait les mains dans la terre, salissait sa robe, riait quand le tuyau d'arrosage l'aspergeait. « Regarde, princesse, disait Monique. Tu vois cette petite graine? Elle dort. Mais si on en prend soin, elle se réveille et devient une belle fleur, comme toi. Toi aussi, tu dors à l'intérieur, mais un jour, tu te réveilleras. » Et Nicolas regardait tout cela de la fenêtre, le cœur serré, parce qu'il était le père, mais il n'avait pas réussi à faire en quelques jours ce que cette vieille femme pauvre avait accompli. Et cela faisait mal, mal et soulageait à la fois. « Je suis son père et je n'arrive pas à m'approcher d'elle », a-t-il confessé à Françoise un soir. Mais au moins, quelqu'un y arrive. Au moins, elle va mieux. C'est ça qui compte, non? Mais ensuite, Nicolas a commis l'erreur classique des riches. Il a cru que l'argent pouvait tout résoudre. « Monique, je veux vous faire une proposition », a-t-il dit un jour, plein d'assurance. « Je vais vous verser un salaire fixe, 2000 € par mois, pour que vous vous occupiez du jardin et que vous teniez compagnie à Manon. C'est bien plus que ce que vous gagnez en récupérant des canettes, c'est certain. » Il pensait qu'elle allait sauter de joie, mais le visage de Monique s'est fermé. « Je ne veux pas. » Nicolas cligna des yeux, confus. « Comment ça, vous ne voulez pas? C'est un excellent salaire. » « Je ne suis pas une employée, monsieur. Je vous l'ai déjà dit. Je viens ici parce que j'aime cette petite, parce que ça fait du bien à mon cœur. Je ne vends pas ma compagnie. Mais je veux juste vous remercier. Alors, remerciez-moi avec respect, pas avec de l'argent. » Et elle est sortie en claquant la porte. Nicolas est resté là, planté comme un idiot, sans rien comprendre. Françoise a secoué la tête. « Vous ne comprenez rien aux gens modestes, n'est-ce pas, monsieur Nicolas? De quoi parlez-vous? » Monique a sa fierté. C'est la seule chose qui lui reste. Toute sa vie, elle a été traitée comme inférieure, comme une pauvrette, comme un rebut. Vous arrivez maintenant en voulant l'acheter comme vous achetez une voiture. Elle ne veut pas être achetée. Elle veut être respectée. Nicolas se passa la main sur le visage et réalisa qu'il avait tout gâché. Le même après-midi, Monique a reçu un avis à son domicile. 15 jours pour payer les 3 mois de loyer en retard ou elle serait expulsée. 800 €. Elle n'en avait même pas 100. Elle a caché la lettre au fond d'un tiroir et a pleuré toute la nuit. Et pour la première fois depuis des semaines, elle n'est pas venue à la maison de campagne le lendemain. Manon a attendu à la fenêtre toute la journée. Rien. Le jour suivant, même chose. Et le 3e jour, la petite a simplement abandonné. Elle est retournée dans sa chambre, s'est assise dans un coin et a fixé le mur. L'éclat dans ses yeux avait disparu. Le sourire était parti. « Elle régresse », a dit Nicolas, pris de panique. « Elle redevient comme avant. » Pourquoi Monique a-t-elle disparu? Françoise soupira. « Parce que vous l'avez humiliée, monsieur. » Je n'ai humilié personne. Si, vous l'avez fait. Vous l'avez traitée comme une marchandise, en lui offrant de l'argent, pensant que ça résout tout. Les gens modestes ne supportent pas d'être traités ainsi, monsieur Nicolas. On est déjà humilié tous les jours dans la rue, dans les bus bondés, dans la file d'attente à l'hôpital. Quand on trouve un endroit où on est traité comme un être humain, un riche arrive et gâche tout en offrant l'aumône déguisée en salaire. Nicolas s'est assis par terre et a mis son visage dans ses mains. J'ai tout gâché. La seule personne qui a réussi à atteindre ma fille, et je l'ai éloignée. Françoise, fatiguée de voir le père et la fille souffrir, a pris son sac et s'est rendue chez Monique. Elle a pris 2 bus bondés, et descendu dans une ruelle boueuse, a frappé à la porte d'un logement modeste en bois. Monique a ouvert la porte, le visage de quelqu'un qui avait pleuré toute la semaine. « Que voulez-vous ici? »« Je suis venu dire la vérité », a dit Françoise en entrant sans y être invitée. « Manon s'ennuie terriblement de vous, et monsieur Nicolas est rongé par la culpabilité. Vous êtes tous les deux trop têtus pour voir que vous êtes du même côté. » Monique croisa les bras. « Il m'a traité comme une employée.
Les riches sont comme ça. Ils pensent que l'argent résout tout, mais il ne voulait pas vous offenser. Il ne sait tout simplement pas exprimer sa gratitude autrement. Il a appris toute sa vie que l'argent achète les choses, il ne se rend pas compte qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix. Et je vais retourner là-bas pour être de nouveau traité comme une pauvrette? Non, vous allez y retourner parce qu'une petite fille de 5 ans a besoin de vous, et parce que vous aussi, vous avez besoin d'elle. Je le vois bien, Monique. Vous revivez grâce à Manon. Ne gâchez pas ça par orgueil. Monique s'est assise sur sa vieille chaise et a pleuré. J'ai 15 jours pour partir d'ici, Françoise. Je dois 3 mois de loyer. Je n'ai nulle part où aller. Je sais. Et monsieur Nicolas le sait aussi. Le lendemain, c'est Nicolas lui-même qui a frappé à la porte de Monique. Elle a ouvert et a failli s'évanouir. Le millionnaire, là, au milieu de ce quartier pauvre, avec ses chaussures de ville dans la boue, sa veste de costume froissée, l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Monique, je suis venu vous présenter mes excuses. Elle est restée silencieuse, tenant la porte. Nicolas a continué. J'ai été arrogant. J'ai cru que je pouvais acheter votre amitié comme j'achète tout dans ma vie. Mais j'apprends qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix. Et l'une d'elles est ce que vous avez fait pour ma fille. Il s'est agenouillé, là, sur le seuil du logement modeste. Je vous le demande à genoux, non pas comme un patron, mais comme un père. Revenez pour nous. Pas pour l'argent, mais parce que Manon a besoin de vous, et moi aussi. J'ai besoin d'apprendre de vous comment prendre soin de ma propre fille. Monique a essuyé ses larmes. Vous avez payé mon loyer en retard? Nicolas a eu l'air penaud. Oui. Mais ce n'était pas pour vous acheter. C'était parce que je ne supporte pas de voir des gens bien souffrir quand je peux aider. Acceptez-le comme un cadeau d'ami, pas de patron. D'ami. Silence. D'accord, a-t-elle dit enfin. Mais à une condition. Je ne suis pas une employée. Je suis une amie de la famille. C'est promis, a dit Nicolas. Quand Manon a vu Monique entrer dans le jardin ce matin-là, elle a couru comme une fusée. Elle a sauté dans les bras de la vieille dame, l'a serré fort et a dit son premier mot depuis des années, mamie. C'était tout. Un petit mot mal articulé, très fin, presque un murmure. Mais c'était le premier mot que Manon prononçait en 2 ans. Nicolas, Françoise et Monique ont pleuré comme des enfants. Et Manon, sans trop comprendre, a ri, parce qu'elle savait qu'elle était en sécurité, qu'avec cette vieille dame près d'elle, rien de mal ne pouvait lui arriver. Elle m'a appelé mamie, sanglotait Monique. Elle m'a appelé mamie. Nicolas, parce que c'est ce que vous êtes pour elle maintenant, a-t-il répondu, ému. Vous êtes la grand-mère qu'elle n'a pas eue. Nicolas a pris rendez-vous avec la docteure Isabelle, la psychologue la plus chère et la plus renommée de Paris, mais cette fois, il a emmené Monique avec lui. La médecin les a observés jouer dans son cabinet pendant 1 heure et, à la fin, a appelé Nicolas pour discuter. Monsieur Lambert, le blocage de Manon s'est produit parce qu'elle a associé le monde adulte et familial à la perte. Tout ce qu'elle aimait au sein de ce noyau au vous, sa mère, sa grand-mère maternelle représentait la douleur. Elle s'est fermée pour ne pas ressentir à nouveau. Et Monique? Monique est extérieure à ce noyau. Elle n'a pas d'attente, pas de pression, pas d'histoire de douleur avec Manon. Elle représente la sécurité. Et c'est à travers cette sécurité que la petite s'est permis de ressentir à nouveau. Nicolas a tout compris. Donc, je dois reconstruire la confiance de ma fille en moi. Exactement. Et Monique sera le pont. Vous 3, ensemble en thérapie. Nous irons lentement, mais ça va marcher. Et ça a marché. Au fil des mois, l'état de Manon s'est amélioré. D'abord, juste des mots isolés, mamie, papa, faim, oh. Puis des phrases courtes, mamie, on va planter? Papa, viens voir. Et enfin, par un après-midi ensoleillé, 6 mois après leur première rencontre, elle a dit, je t'aime, papa. Nicolas s'est effondré. Il a serré sa fille dans ses bras et a pleuré jusqu'à ne plus pouvoir. Mon amour, tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué, à quel point je t'aime, à quel point je suis heureux que tu sois revenu. Je ne suis jamais parti, papa. J'avais juste peur, a dit la petite. Peur de quoi, mon amour? Peur que tu disparaisses comme maman.
Cette phrase lui a brisé le cœur, mais l'a aussi guéri, car maintenant il comprenait. Et maintenant, il savait comment prendre soin de sa fille pour de vrai. Manon, maintenant âgée de 6 ans, parle normalement, va à l'école, a des amis, dessine, joue, rit aux éclats. C'est une vraie petite fille. Monique vit dans une petite maison confortable à côté de la maison de campagne. Un cadeau de Nicolas, accepté avec dignité. Elle s'occupe du jardin, qui est maintenant célèbre dans le village. Il y a une plaque à l'entrée, Jardin Léa et Valérie, là où la vie recommence. Sa fille, Nathalie, la mère de sa petite-fille Léa, vient lui rendre visite fréquemment. Et Nicolas a appris que l'argent n'achète pas l'amour, ni la guérison, ni une famille. Il a appris à écouter, à respecter, à valoriser les gens. Il a appris que parfois, le miracle vient de là où on l'attend le moins, d'une vieille récupératrice de canettes qui n'avait rien, mais qui avait tout, de l'amour, de la patience et un cœur immense. Un matin, Manon joue sur le trottoir quand elle voit une jeune femme, d'une vingtaine d'années, poussant un chariot de récupération de canettes. La femme a l'air fatiguée, triste, épuisée. Manon court vers elle et lui offre un bracelet de fleurs séchées, exactement comme celui que Monique lui avait donné. « Tenez, madame. C'est pour vous porter chance. » La femme le prend sans comprendre. « Merci, petite. Vous verrez, ça portera chance. Ça a marché pour moi. » Et elle repart en courant vers le jardin, où Monique arrose les fleurs. La vieille dame voit toute la scène et sourit, car elle sait. Elle sait que l'amour est un cycle que l'on reçoit, que l'on multiplie et que l'on transmet. Et que parfois, le plus grand miracle de la vie ne coûte rien. Juste un signe de la main, un sourire et un bracelet de fleurs séchées.